Dans ma rue, les doux rayons solaires caressent mes liserons. Du curé au banquier, je sais à qui me fier. Je sais à qui me fier. Mais l'on dit qu'au coin de la ruelle, l'obscurité cache la prunelle de son œil cruel. Mes géraniums, je dois protéger mes géraniums. Je dois protéger mes géraniums. Cette ombre sans lucarne, en loup, elle s'incarne. Loup aux dents de sécateur, j'installe des barrières pour mes fleurs. J'installe des barrières pour mes fleurs. Ce soir de ses pas, je l'entends faire écho. Il rend les yeux du ciel diluviaux. Flash de lumière effroyable, il souffle à mes volets. Ce soir, mes barrières sont tombées. Ce soir, mes barrières sont tombées. Merci. Une école qui rend libre et créateur ou créatrice. Ben justement, ce que je propose, c'est de me tourner vers toi, Clément. Quand donc tu es professeur à l'école, tu diras deux mots de là où tu parles. C'était assez intéressant quand on s'est parlé pour caler un peu notre rencontre ce soir. L'école qui rend libre. Elle m'a dit, mais par définition, on n'a pas besoin de rendre libre quelqu'un. Normalement, il doit l'être à la base. Et puis, ça t'a amené sur un autre sujet très intéressant lié à l'éducation qui s'appelle la non-éducation. Alors, je suis très curieux d'entendre ce que tu mets derrière ces mots. C'est quoi une école de la non-éducation, si ça devait se présenter comme ça? Alors, maintenant, il faut que j'assume le truc que je t'ai dit en fin de journée. Oui, non, c'est sûr que résumé comme ça, c'est dit de manière un peu provocante. Donc moi, je suis professeur à l'école Mathias Grunewald, à Colmar, j'enseigne les sciences et je travaille avec les grands élèves. Donc vous avez quelques spécimens là-bas qui traînent au fond. Quand je parle quand on a discuté tous les deux, c'est toujours cette problématique de se dire, ok, faisons une école qui rend libre. Et déjà, en fait, la proposition, elle contient presque une contradiction d'un certain point de vue. Parce que la liberté, c'est quelque chose que l'être se donne, nécessairement. C'est pas quelque chose qu'on peut venir injecter comme ça, avec une recette prédéfinie, etc. Et donc j'ai l'impression que, et là plutôt je parlerai de mon expérience, Loïc le résume magnifiquement à chaque fois que j'ai l'occasion de l'entendre, sur cette question de ce paradigme fondamental qu'est le moi authentique, par rapport à la question du moi social. Et du coup, j'ai l'impression que la difficulté ou l'enjeu que je rencontre en tant que pédagogue qui veut à un moment donné se mettre à la hauteur d'un paradigme comme celui-ci, c'est pas tant d'avoir les bonnes idées ou d'avoir une méthodique ou une didactique prédéfinie dont je sais qu'elle est conforme à cet enjeu-là, c'est plutôt de me méfier de moi-même, parce qu'on parle de quelque chose qui est compliqué, de reconnaître le fait que dans chaque être humain, il y a une singularité absolue. S'il y a une singularité absolue, ça veut dire qu'il y a dans chaque être humain quelque chose que je n'ai jamais rencontré préalablement. Et donc, dans mes facultés d'observation, il n'y a aucune case véritablement prédéfinie qui préexiste. Or, je me rends compte que je suis dans un quotidien pédagogique, je suis dans un métier, je suis dans un quotidien aussi à la maison tout le temps. Je n'arrête pas de fabriquer moi-même mes propres précatégorisations de perception. Heureusement, hein, sinon le monde m'apparaîtrait comme un sacré chaos. Mais à cet endroit-là, pédagogiquement, j'ai besoin précisément de mettre du chaos dans mes habitudes perceptives. Sinon, je passe à côté de ce qui veut émerger. Et je crois que les dégâts pédagogiques aujourd'hui, et même je crois que la problématique, pourquoi est-ce qu'on pourrait tous se mettre d'accord sur le fait qu'on veut tous des moi authentiques, mais c'est énorme la chose qu'il faut mettre derrière. Il faut se mettre à la hauteur, c'est-à-dire en tant que pédagogue, constamment déconstruire ce qu'on pense, ce qu'est l'être humain. C'est-à-dire être constamment en train de se dire, mais finalement, ce que c'est qu'un être humain, ce que c'est qu'une individualité, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, quelque part, disposer d'une espèce de non-savoir et de l'entretenir et élargir le plus possible la conception que j'ai de l'être humain. Donc,
je m'enthousiasme quand j'entends ça et je réalise à chaque fois, et dès lundi, je vais de nouveau réaliser combien c'est dur, de me mettre à la hauteur de cet enjeu pédagogique magnifique. Voilà ce que m'évoque, en tout cas, ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Merci. Peut-être Loïc. Ça marche. Voilà. Alors c'est difficile. Bon, on se connaît un peu maintenant. Alors je suis très content d'entendre ça parce que c'est très illustratif pour moi. Mais je veux dire, je suis d'accord pour dire que c'est pas simple. Moi, je voudrais juste raconter très vite une anecdote parce qu'on parle beaucoup. On dit qu'effectivement, on veut rendre l'autre libre, mettre en place les conditions de sa liberté. Mais quelquefois, eh bien, on est dans la pratique, on fait des choses qui aliènent la liberté de l'autre. Et quelque part, on se retrouve après soi-même mis en défaut par ses propres représentations et catégorisations dont tu parlais tout à l'heure. L'anecdote est la suivante, elle est assez courte. Peut-être elle vous parlera plus que de longs discours. J'ai eu, il y a quelques années, l'occasion d'avoir une étudiante en doctorat qui venait de Syrie. Elle s'appelait Taïma, elle s'appelle toujours, heureusement, Taïma. Et elle est arrivée en France avant les événements que vous connaissez tous qui sont arrivés en Syrie pour faire sa thèse de doctorat. Elle est arrivée à Paris et elle cherchait un directeur de thèse. Elle avait juste un problème, c'est qu'elle ne parlait pas français. Bon, un peu anglais. Et à Paris, évidemment, elle n'a pas trouvé quelqu'un qui voulait l'accompagner. Puis il y a toujours une bonne âme qui lui a dit à ce moment-là, mais il y a un collègue là à Rouen, peut-être tu peux essayer d'aller voir, peut-être il voudra bien me prendre en doctorat. Et un jour, elle a débarqué dans mon université, et puis elle m'a expliqué dans son mauvais anglais ce qu'elle voulait faire, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas possible, quoi. Et le sujet de sa thèse, ce qu'elle voulait faire, c'était « Je veux montrer que l'islam est la cause de la minorité des femmes en Syrie ». Et elle avait une thèse financée par le gouvernement syrien. Bon, il y a déjà une certaine forme de paradoxe. Elle ne parlait pas bien français, ça allait être très compliqué, mais elle avait quelque chose dans les yeux qui disait « Vas-y, je ferai ce qu'il faut, mais il me faut un directeur de thèse. Si tu me laisses, je vais retourner chez moi et tout va s'écrouler et ça sera fichu. » Donc évidemment, je l'ai suivie. Elle a mis 5 ans à faire sa thèse, mais ça a été bien. Hein. Et puis, elle s'est donné du mal, et j'étais très dur avec elle, parce que, bon, jusqu'à aujourd'hui, je réfléchis à tout ce qu'on a fait ensemble pour qu'elle y arrive. Bon. Au bout de 5 ans, elle a réussi tout à fait bien. Elle a soutenu sa thèse, brillamment, en français, parce qu'entre-temps, elle avait appris le français parfaitement. Et puis, quand elle a eu fini, juste le jour de la soutenance, elle m'a dit « Monsieur, et ben maintenant je vais pouvoir retourner en Syrie. » Et moi, la première chose que je lui ai dit, non, Taïma, tu vas pas retourner en Syrie. Jamais de la vie. J'ai dit, tu retourneras pas en Syrie parce que tu vas mourir, tu vas te faire tuer. Tu te rends compte de ce que tu as, du contenu de ta recherche, de ce que tu as écrit, de ce que tu as défendu. Mais oui, mais c'est vous qui m'avez aidé à défendre ces idées-là. Et j'y crois et c'est important pour moi. Ok, mais maintenant, il y a la guerre en Syrie, tu le sais bien. Et oui, j'ai ma famille encore là-bas. Et tous les doctorants qui avaient travaillé avec elle lui ont dit la même chose. Mais non, Taïma, tu ne vas pas retourner, c'est dangereux. Tu vas rester avec nous. À ce moment-là, elle m'a regardé et elle a dit, monsieur, vous savez pourquoi je suis venu ici en France pour faire ma thèse de doctorat? C'est pour travailler sur l'émancipation des femmes syriennes. Qu'est-ce qui va faire le travail maintenant? Vous allez y aller, vous, en Syrie? Non, moi, je dois retourner et je vais retourner en Syrie. Bon, et bien là, la question de la liberté de l'autre, elle prend toute sa réalité. Elle prend un visage, et c'est là où il faut se méfier de ce qu'on appelle la bienveillance vers autrui, vouloir le bien de l'autre. Oui, c'est peut-être surtout vouloir son bien, son confort intellectuel à soi, avant celui de l'autre. Alors Taïma, eh bien justement, peut-être parce qu'elle a été construite d'une certaine manière à travers son suivi de doctorat, elle a suivi son idée et elle est retournée en Syrie. Et un jour, elle m'a téléphoné
en disant j'ai décroché mon téléphone, j'étais en cours, j'ai l'habitude de jamais le fermer, d'oublier tout le temps, et donc ça sonne, je décroche, et elle me dit c'est Taïma. Alors je dis salut, qu'est-ce que tu fais, etc. Elle me dit monsieur, je suis dans l'avion, je vais rentrer en Syrie aujourd'hui, et je voulais que vous soyez la dernière personne à qui je téléphone avant de partir. Et bien là, tu t'assois, et puis tu te poses 5 minutes et tu te dis qu'est-ce qui m'arrive. Voilà. Et elle est repartie. Elle a travaillé là-bas dans des collectifs de femmes en Syrie pendant presque 2 ans, pendant la guerre. Elle a perdu beaucoup. Et puis pendant plusieurs mois, je n'ai pas eu de nouvelles. Et puis un jour, elle a repris contact. Et on travaille de nouveau ensemble aujourd'hui. Mais je veux dire, mon réflexe à moi, en tant qu'éducateur, ça a été de la protéger, alors que sa volonté à elle, sa liberté à elle, c'était d'être capable de faire ce pourquoi elle était venue, c'est-à-dire avoir les outils pour pouvoir agir auprès des femmes en Syrie. Et ça, c'est pour moi les limites finalement qu'on a souvent en voulant faire le bien de l'autre, soi-disant, et où d'une certaine manière, au lieu de faire son bien, d'une certaine manière, on l'aliène. C'est-à-dire qu'on met en place des liens qui l'empêchent d'être libre. Voilà. Simplement pour dire qu'on est tous au même niveau et que quelquefois, la liberté, tu as dit très justement, hein, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose qui se construit. Alors on peut aider à la construire, mais on ne peut pas l'inventer pour quelqu'un d'autre. Parce que ma liberté, ce n'est pas forcément celle de l'autre. Bravo. Merci. Je me tourne vers Philippe. Ce serait assez intéressant si tu pouvais nous restituer ton regard aujourd'hui sur la question éducative, si on la regarde dans la façon dont elle se pose à l'échelle internationale, parce que comme tu es en contact fréquent, régulier, notamment dans le groupe de la Haye, avec d'autres pédagogues qui croisent des regards au niveau international, c'est quoi la problématique aujourd'hui? Comment elle se pose? Comment elle a évolué ces dernières années? Est-ce qu'il y a une singularité de l'époque actuelle? Est-ce qu'on est en train de rentrer dans quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger de ton point de vue, de ton regard? Oh yeah. La réponse, c'est oui. Merci. Donc on est très pris par le temps. Ça mérite des applaudissements. Oui, j'ai effectivement l'occasion de pouvoir parler avec beaucoup d'étudiants en pédagogie, avec beaucoup de pédagogues du monde entier. Et la question essentielle, c'est celle qui a été posée au début de cette table ronde. C'est la question essentielle aujourd'hui, de savoir comment on fait maintenant pour favoriser l'émergence. Et l'émergence de ce qui va venir. Et c'est excessivement difficile. Et la première des choses, c'est de se rendre compte de la difficulté. Parce que on est habitué à juger, on est habitué à porter des jugements, à poser des regards particuliers, et il faut désapprendre. C'est ce que disait Clément et Einstein. Il y a quelque chose qu'on doit désapprendre et qui est extrêmement difficile à désapprendre. Et donc là, on est dans une situation où il y a quelque chose, je le sens bien, c'est que cette question-là, la question de favoriser l'émergence, elle rencontre obligatoirement elle rencontre une question individuelle, c'est-à-dire une question d'auto-éducation aussi. C'est plus une question qu'on pose à l'extérieur et puis on va avoir des réponses à l'extérieur. C'est une question qui se pose par l'extérieur mais qui se résout par l'intérieur. Et il n'y a pas de réponse extérieure à cette question-là. Et ça, je sens d'une certaine manière que c'est ce qui vit chez les étudiants, c'est ce qui vit chez les pédagogues de la planète entière. Comment l'éducation et l'auto-éducation
fonctionnent ensemble. On ne peut plus séparer ces deux dimensions-là aujourd'hui. Ce n'est plus possible de faire croire qu'on peut éduquer quelqu'un sans s'auto-éduquer soi-même. Donc s'il y a quelque chose qui me semble être réellement présent partout, tout du moins là où j'ai l'occasion de passer, c'est cette dimension-là. La créativité, elle est d'abord à développer à l'intérieur de soi-même, et la notion de la liberté, elle est aussi à travailler à l'intérieur de soi-même avant de penser d'une quelconque manière à pouvoir faire quelque chose. Donc pas d'éducation sans auto-éducation, ça me semble être réellement le mot d'aujourd'hui qu'on rencontre partout. Ça va, ça ? C'est à vous de répondre. Il n'y a pas d'éducation sans auto-éducation, Loïc, ça appelle une petite réaction. Tout à fait, ouais, intéressant. Non, bien sûr. Je crois que comment est-ce qu'on peut se concevoir soi-même ? Enfin, je crois que à travers ce qui est évoqué là, il y a une question qui est absolument essentielle pour moi. C'est ce que j'appellerais la réciprocité éducative. C'est-à-dire que quelque part, un éducateur, quel qu'il soit, à quelque niveau qu'il se situe, qu'il soit parent, qu'il soit médecin, éducateur, professeur ou ce que vous voudrez, il apprend énormément des gens avec lesquels il vit, en particulier de ses élèves, de ses étudiants. Et quelque part, c'est une remise en cause permanente des représentations qu'on peut avoir soi-même au départ, qui sont préconçues sur ce qu'on veut faire et sur où on veut aller et où on veut emmener un public ou des gens. Moi, je crois que de plus en plus, effectivement, l'éducation embarque des individus dans un voyage dont on ne sait pas au départ complètement où il va nous amener. Et c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est intéressant. Ça dépendra finalement de la qualité des relations qui seront entretenues des deux côtés. Mais moi, je suis d'accord pour dire qu'on apprend toujours et on apprend beaucoup, en particulier avec les publics avec lesquels on travaille. Moi, je suis très, très reconnaissant à des générations d'étudiants desquels j'ai appris énormément de choses et je continue à apprendre énormément de choses. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que je continue à être là, parce que je commence à avoir l'âge de ne plus y être. Merci. Ça me permet de rebondir et de vous interroger justement sur la question du lien et de l'ouverture. Comment aujourd'hui peut-on imaginer de faire émerger un nouveau champ éducatif avec d'autres? Quelles sont les conditions aujourd'hui qui nous permettent justement, à grande échelle ou à plus grande échelle, de montrer à quel point on est arrivé au croisement des enjeux d'éducation et justement d'auto-éducation de la part des professionnels de l'éducation? Moi, si je reviens dans notre contexte, mais quand même dans cette vue globale, comment aujourd'hui on se situe? Quel chemin doit être encore fait pour arriver à un moment donné à cette ouverture qui fait que, ensemble, avec d'autres, on arrive à tricoter des nouvelles mailles de ce renouveau, de ce champ éducatif? Alors c'est une question très très large, évidemment, on pourrait y passer toute la soirée et la journée de demain, mais est-ce que il y a des choses qui nous permettraient de placer un peu le curseur? Alors, oui. Moi je viens répondre, tenter de répondre, parce que c'est une question extrêmement importante que tu poses là, extrêmement importante aussi pour le mouvement de la pédagogie Steiner-Waldorf. Et je crois que la chose à faire, c'est peut-être de discuter précisément de ce dont nous sommes en train de parler là. Parce qu'en parlant de ça, pour parler de la pédagogie Steiner-Waldorf, on parle de son noyau essentiel, dont on a vu, dont Loïc peut bien nous expliquer comment est-ce que ce noyau essentiel est complètement partagé par d'autres courants antérieurs. Déjà réinscrire, bien comprendre que la pédagogie Steiner, elle s'inscrit dans un courant qui est bien plus large qu'elle, et justement oser aller revenir à cette question essentielle et peut-être mettre un petit peu de côté toutes les techniques éprouvées qui existent justement depuis 100 ans, qui donnent une certaine identité à la pédagogie Steiner-Waldorf, un ensemble de méthodes, de pratiques pédagogiques qu'il ne faut pas jeter, parce qu'elles ont fait leurs preuves, etc., mais de se rendre compte que justement ce qui doit définir demain la qualité de cette pédagogie, c'est d'autant plus la façon dont cette question-là
vie chez les pédagogues que le catalogue technique pédagogique dont nous disposons et qui en plus est nécessairement grand 100 ans après. Donc je trouve que 100 ans c'est une belle date pour justement se dire on aurait l'occasion quelque part de se glorifier de 100 années de méthodes éprouvées, et ben c'est justement pas ce qu'il faut faire. Il faudrait avoir le courage de se dire ces méthodes pédagogiques, elles ne sont qu'une forme, qui ont été des propositions pédagogiques qui ont été énoncées par Steiner pour la plupart à la création des écoles, mais c'est pas là que se joue l'identité fondamentale. Et curieusement, là où on chercherait où est notre identité fondamentale, je crois que c'est là qu'on a le plus de chances de rencontrer pas mal de monde, justement. Presque paradoxalement, mais je crois pas que ça soit un paradoxe. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. C'est essentiel. C'est aussi le sens, d'une certaine manière, de ma présence parmi vous ce soir. Parce que je crois que la pédagogie Steiner, elle n'est pas quelque chose d'extrêmement différent et complètement atypique par rapport à tout ce qui peut exister dans les alternatives pédagogiques. Et il y a tout intérêt à le faire savoir, à trouver cette convergence avec d'autres sensibilités, de découvrir des originalités, des points communs. Mais pour ça, il faut absolument arriver à rentrer dans le débat d'idées profond. Et pour ça, il faut que l'université s'intéresse à la pédagogie Steiner. Il faut que le monde, que cette ouverture se fasse. Et il y a des choses qui doivent être échangées, des choses qui doivent être communiquées. Et je suis tout à fait sensible à ce que tu disais sur la nécessité de retrouver les valeurs profondes d'une pédagogie, au-delà des techniques et de tout ce qu'elle a pu apporter en termes de méthodologie depuis 100 ans auprès de populations d'enfants qui ont d'ailleurs évolué sociologiquement au cours du temps. Mais c'est très important de rentrer en dialogue avec les autres, quoi. Et d'éviter tous les gens qui vont se renfermer derrière l'idée qu'il y aurait une espèce de sectarisme ou de choses très différentes. Mais non. Derrière, il y a des formes d'humanité. Et les formes d'humanité doivent se discuter. Elles ne doivent pas s'exclure, bien entendu. Donc moi, je suis très sensible à ce que tu disais. Il me semble que c'est le cœur du propos, quoi. Vraiment, aujourd'hui. Et encore une fois, j'essayais d'expliquer tout à l'heure, trop vite sans doute, que dans les alternatives pédagogiques, dans les formes pédagogiques nouvelles, la pédagogie Steiner trouve une place profondément originale. Mais c'est une des possibilités, une des entrées possibles. Et il y en a d'autres, et il faut les discuter. Du coup, je me retourne vers Philippe avec la question de savoir, maintenant qu'on est au centenaire, est-ce qu'on est arrivé au point de départ de redécouverte de la pédagogie Steiner ? J'en sais rien. J'en sais rien parce que c'est une question ouverte et je l'espère fortement. Mais c'est un peu comme on regarde un enfant. Comment je peux dire ? La réponse, elle n'est pas simple. Parce que si je réponds oui, bien évidemment, c'est une projection de ce que je pense. Mais c'est quoi la réalité ? C'est ce que je pense ? Pas forcément. Je l'ai déjà constaté à maintes reprises dans mon existence. Et donc, dans cette situation-là, on se demande maintenant, est-ce que ça va être il va y avoir un renouveau ? J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est le moment. C'est le moment absolument d'y travailler. Ça, c'est la certitude. C'est maintenant qu'il faut travailler sur ces questions-là pour refonder la chose, parce qu'on ne peut pas travailler dans la tradition. La tradition, c'est le passé, et un enfant, c'est l'avenir. Donc on ne travaille pas l'avenir d'un enfant avec des concepts qui proviennent exclusivement d'une tradition. Donc là, on ne peut que se réjouir de toutes ces manifestations autour du centenaire. Merci vraiment de les provoquer, c'est extraordinaire. Et c'est de ces réflexions-là, de ces réunions-là, que pourront sortir maintenant les forces dont nous avons tous besoin pour cela. Mais on verra ça dans 10 ans, on y répond à la question.
En fait, je suis un peu embarrassé avec cette affaire-là parce que je suis ravi que Chris soit à mes côtés pour témoigner de son parcours de parent Steiner à Colmar. Je pense qu'il y aurait possibilité d'avoir 100, 150, 300, 600, si on prend sur les 40 années, beaucoup de gens qui pourraient être à ta place, Chris, pour témoigner, avec à chaque fois des sensibilités différentes probablement. Mais quand même, je trouve que c'est intéressant que tu puisses nous dire un peu, c'est quoi ton vaincu en quelques mots, qu'est-ce que toi tu auras envie de dire de ce qui t'a mis ce soir, aussi dans ce qu'on est en train d'évoquer. Alors, je suis la maman de Liam qui vient de quitter l'école Steiner l'année dernière. Il a fait jusqu'en 12e classe. Et le petit Steinerien, comme on dit, il s'est très bien intégré dans l'éducation nationale parce que je pense que c'était vraiment préparé avec les profs de pouvoir être à l'aise dans l'autre éducation, ce qui est important, et pas être dans un monde à part. C'est vraiment pas le cas. Il appartient au monde. Il appartient pas au monde Waldorf-Steiner, il appartient au monde de la Terre. Et ça, c'est vraiment rassurant, étant parent, de vivre qu'il n'est pas une exception dans une classe. Au contraire, quoi. Ils sont accueillis dans le lycée où il est actuellement, à Münster, aux bras ouverts, quoi, parce qu'ils apportent autre chose et ils apprennent autre chose des profs qu'ils rencontrent actuellement. Moi, ce que je retiens, que c'est un jeune qui s'est levé tous les matins avec le sourire, prêt à rentrer, de prendre le train ou courir derrière la voiture de Guy Chaudon pour arriver à l'heure à l'école. Mais toujours avec ce sourire et le sac qui est prêt. Et ce qui est surtout important, c'est cette envie d'apprendre. Jamais, à aucun moment, j'ai entendu c'est nul ce que je dois apprendre ce soir. Au contraire, parfois, c'est même moi qui allais dans la chambre et je disais, peut-être que tu peux t'arrêter maintenant, il est 23h, 23h30. Ah non, je dois connaître, vraiment, je cherche. En fait, il est devenu un petit chercheur et je pouvais constater ça chez ses copains aussi et copines. Et ce qui est très, très chouette dans tout ce cycle de grands aussi, c'est l'entraide. Ils ne vont pas travailler pour eux, mais ils travaillent pour leur classe. Et ça, je trouve vraiment, c'est exceptionnel, quoi. Rester le mercredi après-midi avec des copains, des copines pour mieux préparer le bac français. Ou... Ils n'étaient pas collés. Non, ils n'étaient pas collés, c'était volontaire, quand même. Ouais. Et puis, ouais, il a une fois une colle, il trouvait ça chouette, en fait, parce qu'il a pu nettoyer... tous les feuilles qui bouchaient du coup pour la pluie et tout. C'était du coup une colle intéressante. Il est revenu épuisé, mais c'était bien. C'était un travail de corps, c'était efficace. C'était la seule colle. Hein. Du coup, il avait compris que c'était pas évident. Non, c'est cette envie d'apprendre, quoi, de réussir pour eux-mêmes, mais aussi réussir pour ces profs qui les ont guidés, enveloppés dans la liberté et dans le respect qu'ils sont. Et ça, je trouve, c'est unique, quoi. Je trouve que c'est... Et du coup, aussi, ils arrivent avec une année plus tard au bac, 1 ou 2 ans, ça dépend. Et ils ont du coup une maturité qui arrive aussi vers le choix, quoi, quand ce fameux tic-tac du post-bac arrive, là. Ils ont quand même un choix où c'est vraiment... Parce que lui, par exemple, sur son post-bac, il a mis qu'un choix, parce qu'il veut faire que ça. Et du coup, la prof principale a parlé avec lui que c'était bien peut-être faire un autre choix qui n'est pas pris sur dossier, parce que s'il n'est pas pris, il n'a pas de place. Il a répondu, si j'ai pas de place, ça devait se faire. Du coup, je fais une année service civique où je vais faire un voyage et ça le fera l'année après. Mais je ne vais pas m'inscrire quelque chose dans une filière pour gaspiller de l'argent de mes parents ou pour quelque chose que je ne veux pas étudier. Et je pense que c'est des petites graines comme ça qui sont en train de pousser maintenant, quoi. Voilà. Moi, je suis hyper contente. Et j'ai commencé à écrire un peu justement sur la demande de Clément, je n'ai pas encore fini, d'écrire un peu son parcours, quoi, comme un petit livret, un petit mémoire, pour ne pas oublier toutes les anecdotes. Et remercier aussi tous les profs qui restent aussi cet engagement de prof hors ton, quand il a besoin d'une explication en plus, tous les élèves, c'est pas que lui, une explication en plus, que ces profs sont prêts à donner cette explication en plus.
de prendre le temps le mercredi après-midi ou un soir après l'école, quoi. C'est quand même assez exceptionnel. Moi, je suis hyper contente. Bon, je me tourne vers Olivia. C'était assez rigolo quand on a marché ensemble à Fréland et qu'on a préparé un peu la séquence de ce soir. Parce que la première chose que Olivia m'a dit, elle dit mais moi je suis quand même un peu pur fruit, un pur produit de Steiner, hein, l'éducation Steiner, et voilà, j'ai fait toute ma scolarité et tout. Alors je me tourne vers toi, je me dis ça y est, t'es libre? Et oui, apparemment. Alors, comment ça goûte la liberté? Eh ben, c'est une très bonne question. Parce qu'on pense à l'école Steiner, oui, c'est l'école qui rend libre. Mais après, donc c'est la question que je me pose en ce moment et je peux vous donner mon petit témoignage du moment présent. Et donc, après ma 12e classe, j'ai fait tout mon cursus à l'école Steiner. Après ma 12e classe, j'ai fait une terminale. J'ai très bien réussi, mais bon, après, je sentais qu'il n'y avait quand même pas cet équilibre entre tête, cœur et corps, que clairement on favorisait que la tête, et que moi, je ressentais ce besoin en fait des autres parties. Et en faisant un voyage d'1 an, en partant toute seule le sac à dos, là, j'ai pu trouver aussi un équilibre entre les trois. Et en revenant, je me suis dit, bon, maintenant, je suis libre. Et je me suis rendu compte de tout le bagage que j'ai reçu à l'école Steiner, parce qu'on m'a vraiment enveloppée. On m'a donné beaucoup d'outils, on m'a donné tous les outils possibles nécessaires. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de talent, parce qu'on m'avait poussée à les développer dans plein de choses. Autant dans le maraîchage que dans les langues, que dans l'écriture, que dans plein de choses. Et du coup, je me retrouvais avec ce choix. Mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Il y a trop de choses à faire. Une fois qu'on devient un peu lucide sur toutes les choses à faire émerger, par quoi on commence ? Donc voilà, c'est un petit peu mes questionnements. Cette école, elle apprend à être libre. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté qui fait très peur quand on est face à tous les choix ? Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait un petit mot qui conclurait, Loïc, la séquence de ce qui vient de se dire ? C'est difficile de conclure, hein. Provisoirement. Surtout sur la liberté, mais je crois que c'est un très beau témoignage, le fait que la liberté, c'est pas la sécurité, hein. Effectivement, ça peut être assez angoissant quelquefois parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce que je vais en faire, hein, et comment je vais construire à partir de là. C'est vrai que c'est pas complètement évident. Et encore une fois, je crois fondamentalement que ce qui est dans ces différents témoignages, moi je retiens l'idée de la construction au fur et à mesure du potentiel de chacun. D'arriver à donner des possibles, à ouvrir des possibles. C'est pas trouver des finalités, voilà, ta vie elle va ressembler à ça, tu deviendras ça, tu vas faire ça. L'histoire des filières, c'est très bonne. Moi, c'est un témoignage qui me parle beaucoup, quoi. C'est vrai que qu'est-ce que c'est qu'un choix si alors il faut forcément en faire plusieurs et se conformer à celui qu'on vous donne finalement, quoi. Bon, on voit que la liberté ici, elle est pour le moins contrainte. Donc l'idée, c'est que quand on donne, quand on travaille et qu'on ouvre un maximum de potentiel pour les individus, on leur donne des atouts, on leur donne des possibles, on leur ouvre encore des possibles, et c'est à l'intérieur de ce champ de possibles qu'il faut arriver à construire son chemin. Et pour ça, souvent, on a besoin d'être accompagné. L'accompagnement, s'il a du sens, c'est aussi celui qui est là pour, à certains moments difficiles où il faut choisir, justement, où il faut décider. Essentiellement, moi, je trouve que l'école Steiner, elle conduit à la liberté, certes, mais elle conduit surtout à la possibilité de faire des choix. C'est-à-dire à passer du stade du savoir agir au pouvoir d'agir. Et ça, c'est autre chose.
Et il y a aujourd'hui dans la société relativement peu d'individus qui ont la chance de pouvoir accéder à ce stade-là. C'est très très important. Passer du savoir agir au pouvoir d'agir. Et le pouvoir d'agir, c'est un pouvoir, mais c'est quelque chose qui peut aussi avoir un côté un peu angoissant à certains moments. Moi, je me dis toujours que ce qui est important dans la vie, c'est de décider. Savoir décider. Quand on décide, on renonce à des choses, on s'engage, on le fait en connaissance de cause. Mais le pire, c'est justement de ne pas avoir les atouts, de ne pas avoir les possibilités pour décider. Une personne qui est libre, c'est une personne qui est capable d'exercer son pouvoir d'agir, qui n'est pas contrainte. Et ça me paraît absolument essentiel, quelles que soient les situations.